Hi. Je n'ai jamais considéré Amazing Spider-Man 2 comme un film de super-héros. Je n'y ai jamais vu un grand héros qui affronte un grand méchant avant de sauver le monde in extremis à la dernière minute. Le scénario que je viens d'évoquer reste toute somme classique. On en a vu des centaines des histoires comme celle-là, déjà à l'époque avec notre cher Tobey Maguire. Mais j'y viens dans un instant. Amazing Spider-Man 2 n'est rien de tout ça. C'est avant tout une histoire d'amour qui se termine mal. Très mal. Alors avant de tirer des conclusions hâtives et de le considérer comme étant le pire film Spider-Man jamais réalisé, j'avais juste une question à vous poser. Est-ce que vous l'avez vraiment compris? On connaît tous Spider-Man, on a tous grandi avec lui, chacun avec celui de sa génération. La mienne c'était celle de Tobey Maguire. 10 ans plus tard, certains ont grandi avec les Spider-Man d'Andrew Garfield. Et de 2020 jusqu'à maintenant, on est dans l'ère de Tom Holland. Ces trois regards différents ont abordé une histoire qu'on connaît, déjà pourtant bien, mais avec des positions bien différentes. Alors on ne va pas perdre de temps, mais juste avant de parler d'Andrew Garfield, on va d'abord parler de celui avec lequel beaucoup d'entre nous ont grandi. Le tisseur de toile le plus populaire d'entre tous. Celui qui a prouvé qu'on pouvait, avec un film de super-héros, exploser le box-office et relancer tout un genre. Mesdames et messieurs, le Spider-Man de Tobey Maguire. Il a marqué toute une génération. Pourtant, en 2002, personne n'y croyait vraiment. Personne ne s'attendait à ce que Spider-Man au cinéma, ça devienne un tel phénomène. Et pourtant, 825 millions de dollars de recettes. À cette époque, les films de super-héros, c'est pas si dingue, c'est pas si populaire. Spider-Man, c'est pas du tout une valeur sûre. Et Tobey Maguire, c'est juste le pote de DiCaprio. À la base, on pressent pas grand-chose concernant ce film, ni un succès commercial, ni un succès critique. Mais si le film et le personnage deviennent aussi populaires en si peu de temps, c'est pas parce qu'il est fort, c'est pas parce qu'il a des super pouvoirs, c'est parce que c'est un être humain qui galère. On a rarement vu quelqu'un galérer autant. Peter Parker, c'est un nerd, il se fait bolos à l'école, il a pas beaucoup d'amis, avec les femmes c'est très compliqué. C'est un gars timide, un peu maladroit, mais profondément humain. S'il est autant apprécié, c'est parce qu'on peut facilement s'identifier à lui. Mine de rien, il reste vraiment un bon gars, tout simplement. Quand il devient Spider-Man, il veut toujours bien faire. Toujours. Ce qui me touche beaucoup avec le Spider-Man de Tobey Maguire, c'est parce qu'il est tout le temps en souffrance. Il veut aimer Mary Jane, il veut réussir ses études, il veut payer son loyer, être là pour sa tante. Il veut juste être normal. Mais finalement, les pouvoirs qu'il obtient l'empêchent de vivre une vie toute somme classique comme lui, il le voudrait. C'est plus fort que lui d'aider son prochain. Il doit le faire, il n'a pas le choix. Il doit le faire parce qu'il a reçu de la part de la vie et du destin un grand pouvoir. Et vous le savez. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La trilogie de Tobey Maguire, c'est ça. C'est la responsabilité contre le bonheur personnel. Ce Peter Parker n'est pas seulement face à des adversaires puissants, il est face à lui-même. Spider-Man est tout autant un adversaire de Peter Parker que le sont le Docteur Octopus, Venom ou le Bouffon Vert par exemple. Peter veut vivre, mais il doit renoncer. Il veut aimer, mais il doit protéger. Il veut être libre, mais il est prisonnier de son devoir. C'est le Spider-Man du sacrifice, c'est le héros classique. Et même si j'aime pas employer ce terme-là classique, j'entends par là, je dois faire ce qui est juste, même si ça me détruit. Et on le connaît tous, le Spider-Man de Tobey, et c'est justement là que ça devient intéressant. Parce qu'en 2012, Andrew Garfield ne va pas simplement remplacer un acteur, il va changer toute une vision avec laquelle on a grandi et avec laquelle on est habitué. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard. J'aimerais prendre un moment pour vous parler de celui que je n'ai pendant un très long moment pas réussi à comprendre, le Spider-Man. Je pense que comme pour beaucoup, on a été très nombreux à péter un câble lors de la toute première apparition de Spider-Man dans Civil War. Ça y est, on y est, Spider-Man a rejoint le MCU. Son temps d'écran est assez court finalement, mais il est juste assez cohérent pour nous donner envie de voir Homecoming, pour nous mettre l'eau à la bouche, pour nous hyper tout simplement. Et justement, Spider-Man Homecoming, au début, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que j'avais l'impression de voir un enfant jouer avec des gadgets. J'avais l'impression de voir un tutoriel de 2 heures sur comment utiliser ton super costume cousu main par Tony Stark en plus. J'avais l'impression de voir un gosse porté par le MCU qui est invincible, qui est intouchable, bref, qui n'a vraiment pas grand chose à raconter finalement. Et puis je l'ai revu une deuxième fois.
mais différemment. Et là, j'ai compris. En fait, le problème n'a pas été celui du point de vue, mais celui de la comparaison. Tout ce que je dis concernant Tom Holland, c'est ça, c'est exactement ce qu'il est. On attend de lui qu'il soit l'héritier du MCU, l'héritier de Iron Man. C'est pas rien quand même. Il n'existe qu'à travers ça. Et tout son arc narratif, il consiste justement à ce qu'il quitte cette sphère dans laquelle il a été mis dès le début. Son histoire à lui, c'est l'émancipation, c'est devenir un adulte. Ce Spider-Man-là ne doit pas devenir un héros. Il doit trouver quel héros il a envie d'être dans un monde rempli de légendes, des légendes qu'on connaît tous. Il est très jeune dans son énergie, il est fan des Avengers. Il est clair que le ton est plus enfantin. La volonté de Disney d'introduire Spider-Man dans le MCU, c'est avant tout une question de public. C'est de le faire connaître à un tout nouveau public. Et c'est vraiment le Spider-Man de Tom Holland qui est devenu et qui est encore maintenant générationnel. Et quand je vous parlais de comparaison tout à l'heure, c'est parce que je n'ai pas regardé le film de la bonne façon. C'est pas ce que j'ai fait ici. C'est pas ce que j'ai fait parce que j'ai passé tout mon visionnage à me dire que c'était trop lisse, c'était pas assez brutal, c'était pas assez violent, tout simplement. Et en parlant de violence, pour cette vidéo, j'ai re-regardé les films live-action Spider-Man et c'est justement en les revisionnant que je me suis rendu compte à quel point ils étaient extrêmement violents. C'est à ça que je m'attendais. Homecoming, finalement, c'est une version très différente des deux précédentes, mais tout autant pertinente, parce qu'elle raconte autre chose. Le Spider-Man de Tom Holland, il a sa tante, il a Tony Stark derrière lui, il a les Avengers, il a MJ, il a Ned, il est bien entouré, il a toute une structure. Son arc narratif, c'est littéralement de lui faire perdre tous ses appuis, tous ses repères, jusqu'à la fin de No Way Home, où là, il n'en a plus aucun. On verra comment Brand New Day va relancer un petit peu la machine. En tout cas, j'ai très hâte. En bref, Tom Holland, c'est l'enfant qui devient Spider-Man. Il est plus naïf, plus drôle, plus intégré à son époque, d'une certaine manière. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est à devenir son propre héros. Et il me touche pour ça. Je l'affectionne beaucoup, ce Spider-Man, parce que j'ai vraiment l'impression de voir ce que j'aurais pu être si j'avais été un enfant à qui on avait donné tout ce qu'on lui a donné à lui. J'ai beau grandement l'apprécier, celui de Tom Holland. C'est pas celui qui m'a le plus marqué. C'est pas non plus celui de Tobey Maguire. Non, celui qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus perforé le cœur, à bien des égards, c'est celui d'Andrew Garfield. Good morning, New Yorkers. Looking for another beautiful day here in the city. Few clouds to start us off. The steady increase in sightings of Spider-Man has sparked a national debate over the role of vigilantism in American crime. Alors celui-ci, il a la particularité d'incarner la peur. La vraie peur. Parce que c'est de ça dont il a l'air la première fois qu'on le voit. Il est plus vif, il est plus charmeur, plus romantique, plus charismatique, il est plus drôle, il est plus moderne d'une certaine manière. Il est magnifique dans son costume, incroyablement intelligent. Et pourtant, il a peur. Il a très peur. Et ce qu'il veut par-dessus tout, c'est sauver ceux qu'il aime. Mais il ne peut pas contrôler le destin. Et c'est là tout son arc narratif à celui-ci. L'incompréhension massive à l'annonce et à la sortie de ce Amazing Spider-Man 1 n'est pas de la faute de l'acteur, c'est pas non plus celle du réalisateur. Il arrive dans l'ombre d'une nostalgie énorme. Personne n'avait envie de tourner la page. Moi non plus, d'ailleurs. Alors quand Sony annonce qu'il n'y aura pas un 4e opus, mais un reboot complet, ça passe assez mal. Et on a été très dur avec ce premier volet. Certes, il n'est pas parfait, il a des défauts, mais on ne l'a pas jugé pour les bonnes raisons. Mais il a le mérite d'avoir introduit un personnage exceptionnel, bien plus important qu'un simple personnage secondaire, Gwen Stacy. Peut-être que je manque d'objectivité, mais je n'ai jamais réussi à ressentir la même évidence dans la relation qu'entretenait Peter Parker avec Mary Jane. Que ce soit après un visionnage récent ou avec mes yeux d'enfant, j'ai jamais réussi à y croire vraiment. J'ai toujours eu du mal à comprendre un petit peu où leur relation voulait m'emmener, et c'est clair qu'elle ne m'a pas touché autant qu'elle aurait probablement dû. Cette même romance concernant la trilogie de Tom Holland, elle est très différente. Elle est plus douce, elle est plus mignonne. Ces deux jeunes adultes, ces deux adolescents même, qui tombent amoureux l'un de l'autre. Malheureusement, on effleure qu'assez peu la relation entre les deux. Il est clair que c'est pas du tout l'arc narratif principal des films Disney, Marvel, Spider-Man. Et peut-être que pour certains, c'est pas intéressant, cet arc narratif. Mais pour moi, ça l'est. Les relations qu'entretiennent Peter Parker avec les autres personnages sont tout autant pertinents que les relations qu'entretiennent Spider-Man avec ses ennemis. Et concernant la romance d'Andrew Garfield, celle avec Gwen Stacy, celle avec Emma Stone, excusez mes propos, mais je la trouve à des années-lumière de toutes celles
proposées dans des autres films Spider-Man, voire toutes celles proposées dans des films de super-héros tout court d'ailleurs. Il est passionnel, d'une intensité comme on en a rarement vu. Et dans Amazing Spider-Man 2, justement, on est au climax de cette intensité. Et justement, si ce film est aussi différent de tous les autres, s'il est autant unique, c'est parce que l'arc narratif concernant Peter Parker et son amoureuse n'est pas secondaire. Il est le cœur émotionnel de tout le long métrage. C'est ça, l'histoire principale du film. Toutes les scènes où sont présents Peter Parker et Gwen Stacy crèvent l'écran. On n'est plus dans un film de super-héros, on est juste dans un film romantique, une tragédie romantique. Leur amour est beau, il est bienveillant. Il est sincère, surtout. Ces scènes sont d'une douceur incroyable, des moments où on peut souffler entre deux scènes d'action. Parce que les scènes d'action, elles sont tout autant chargées, elles sont d'une intensité quand même assez forte. Et globalement, l'atmosphère du film, qui se rapproche beaucoup plus d'un Dark Knight, tant c'est sombre, c'est un peu plus violent quand même. Et entre toute cette violence, une relation entre deux personnages est suspendue hors du temps. Tout l'enjeu de ce long métrage, c'est pas Electro, c'est pas le Rhino, c'est pas Harry Osborn non plus. L'enjeu de ce Spider-Man, c'est comment aimer quelqu'un quand ma seule présence peut le détruire. Et il est temps que j'aborde une scène qui traite à la perfection mon propos. Et vous savez de quelle scène je vais parler. Je vais évidemment parler de la scène de l'horloge. Et justement, cette scène, si elle fonctionne aussi bien, c'est parce que, en plus d'être spectaculaire, elle était inévitable. Cette scène est celle d'un homme qui assiste impuissant à une situation qu'il a essayé d'éviter pendant 2 films entiers. Et pourtant, on y a cru. Spider-Man vient de vaincre Electro. Il s'apprête à aller célébrer sa victoire. Mais c'est trop tard, Harry Osborn est déjà là. Et il était là pour en découdre avec lui. Mais malheureusement, il aperçoit Gwen. Et à la seconde où Peter le voit, il sait ce qui va se passer. Harry Osborn a craqué complètement à cet instant. Il s'est injecté le venin d'araignée, il a pété un câble, mais il n'en reste pas moins intelligent. Et c'est justement en voyant Gwen Stacy à cet endroit, à ce moment, qu'il a compris tout de suite. Il a fait le lien. Spider-Man, c'est Peter Parker. Et que c'est lui, surtout, son meilleur ami, qui a refusé de l'aider. Même si c'était pour son bien, Harry Osborn s'en fout de ça. Alors il reproche à son ami d'avoir brisé ses espoirs. Et s'en va à son tour briser les siens. À partir du moment où Peter avait compris que Harry avait fait le rapprochement sur son identité, il change. Il est plus calme, il parle tout doucement, il avance lentement, il fait pas de gestes brusques. S'il réagit de cette manière, c'est parce qu'il sait qu'à ce moment-là, son ami n'est plus là. Et il sait surtout que s'il n'arrive pas à raisonner la personne qu'il a en face de lui, il va s'attaquer directement à Gwen. Et malheureusement, c'est exactement ce qui arrive. Et il ne parvient pas à faire ce qu'il faudrait pour qu'à la fin, Spider-Man soit littéralement en train d'essayer d'arrêter le temps. Car si une seconde de plus s'écoule, l'aiguille tranchera leur seul lien. Mais malgré sa force, sa maîtrise et son intelligence, Spider-Man n'est rien face au temps, ni face au destin. Et le temps, justement, ne l'attendra pas. Alors comme convenu, cette seconde s'écoule et tranche le seul lien qui restait entre les deux. La dernière toile que tissera Spider-Man envers Gwen est une main. Tout ça pour qu'au final, ils réussissent à la rattraper. Mais c'est trop tard. Parce que finalement, l'enjeu de cette scène et de tout ce long métrage, c'est ça. Est-ce que Peter Parker, est-ce que Spider-Man peut aimer une femme sans la condamner? Et la réponse est brutale. Spider-Man a gagné, Electro a disparu, Harry Osborn est en prison, mais Peter Parker, il a perdu. Il a perdu aujourd'hui. Avant d'être un film de super-héros, Amazing Spider-Man 2, c'est avant tout une tragédie romantique. C'est pour ça que je ne vous demande pas de l'aimer, ce long métrage. Je ne vous demande pas non plus de préférer Andrew Garfield à Tobey Maguire, ni à Tom Holland. Et certainement pas de le considérer comme le meilleur Spider-Man. J'espère simplement que la prochaine fois que vous le regarderez, vous ne le verrez pas seulement comme un film de super-héros. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à interagir en commentaire, à me dire ce que vous en pensez d'Andrew Garfield, de Tobey Maguire, de Tom Holland. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à vous faire cette vidéo parce que Amazing Spider-Man 2, c'est pas seulement mon film Spider-Man favori, c'est mon film de super-héros préféré, tout court. Voilà, je voulais simplement vous faire une petite outro, pas juste vous mettre un texte en parlant comme j'avais pu le faire pour ma précédente vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne et à interagir en commentaire
commentaires. N'hésitez surtout pas non plus à me donner des sujets qui vous tiendraient à cœur, des sujets intéressants que vous auriez envie que je traite. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.